Mesdames, Messieurs, chers dirigeants d'entreprise, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau à l'invitation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour vivre ensemble le troisième épisode de notre série dédiée à l'innovation proposée par la CCI de la Moselle à l'initiative de son président Fabrice Jeanter que nous aurons le plaisir de retrouver en fin d'émission. L'idée de cette série d'émissions, vous la connaissez, il s'agit de vous donner des clés simples, concrètes aussi pour penser le futur, promouvoir des stratégies d'innovation et créer les conditions de leur mise en application, bien sûr. Et cela vous concerne tous, vous les dirigeants et managers d'entreprises de tous les secteurs, du commerce, de l'industrie, du BTP et des services, bien entendu. Au menu de notre émission du jour, décrypter l'une des étapes clés d'un processus d'innovation, celle de l'adaptation de votre organisation pour qu'elle génère et concrétise l'innovation. Autrement dit, savoir gérer le changement, adapter son organisation pour l'orienter innovation, développer et manager l'agilité. Voilà quelques-unes des thématiques importantes que nous allons développer ensemble. Alors bienvenue à celles et ceux qui continuent de nous rejoindre. C'est parti pour ce troisième épisode pour lequel j'ai le plaisir à nouveau d'accueillir Éric Brangier. Bonjour Éric Brangier. Bonjour Guy. Comment ça va? Très bien. Toujours aussi souriant, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, très heureux de vous retrouver en tout cas. Je rappelle à notre auditoire que vous êtes professeur à l'Université de Lorraine, spécialiste de l'innovation. Vous connaissez aussi très bien les organisations et les situations de travail. Éric Brangier, si je fais court, je crois que le sujet principal de cette émission tournera autour d'une notion particulièrement significative, voire importante. Je parle de l'agilité organisationnelle. Mais avant de lancer notre réflexion, peut-être un retour sur image serait intéressant puisque nous en sommes au troisième opus. Alors, si on reprend un petit peu ce qu'est l'innovation, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a dit dans les précédents webconférences. Donc, il faut revenir à l'innovation et considérer que c'est vraiment une démarche dans laquelle une entreprise met en place trois choses. Une stratégie, c'est ce qu'on a vu dans la première émission, et on en a vu plusieurs. Donc d'abord, pour innover, il faut avoir une stratégie. Ensuite, il faut avoir des ressources, ce qu'on a vu dans la deuxième émission, penser le futur. Et maintenant, on va voir, c'est aussi une question d'organisation. Alors quand on a stratégie, ressources et organisation, pour faire quoi? Eh bien, pour continuer à développer des produits nouveaux, des procédés nouveaux ou des services nouveaux et les mettre sur le marché pour avoir un avantage compétitif. Voilà. Alors dans les trois conférences, on a vu, dans les deux premières conférences, pardon, on a vu d'une part qu'on commençait par des stratégies, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision de l'organisation du futur, comment on va penser les choses. On avait essayé de définir trois stratégies, je vais peut-être pas revenir dessus. Non, on peut retrouver l'ensemble de ces La deuxième, c'était finalement comment on pense le futur. Là, ce qu'on avait essayé de montrer, c'est que finalement, on s'est surtout intéressé à la manière dont les individus pensent ou ont un passé qui va influencer leur futur. Et les travaux en psychologie aujourd'hui nous permettent de dire comment fonctionne le cerveau quand on pense au futur. Donc c'est ce qu'on appelle la cognition orientée futur. Et c'est très important pour l'innovation de partir de ça. Et là maintenant, on va s'intéresser à ce qui est quelque chose qui est très très important, c'est qu'on ne peut pas innover n'importe où, n'importe comment, pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire que l'innovation est connectée à l'organisation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'il y a des ressources organisationnelles qui vont permettre d'innover. Des exemples peut-être pour parler tout de suite. Si on se dit je suis une grande centrale d'achat, est-ce que ces grandes centrales d'achat, par exemple, qui sont des opérateurs publics, ont eu la capacité à devenir Amazon? Non. Encore une fois, c'est qu'il y a une liaison entre l'organisation qu'on a et notre capacité d'innovation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Merci pour ce retour sur image, c'était important. Alors, avant d'approfondir tout ça, je propose de regarder tout de suite un extrait de notre reportage réalisé dans le restaurant de Christophe Brégeot. Vous commencez à très bien le connaître. Les copains d'abord, images. Ça s'est fait du fait que, par exemple, nous, on travaille d'habitude du mardi au samedi. Dimanche, lundi de congé. Là, aujourd'hui, on travaille du lundi au vendredi. Ce qui fait qu'ils ont leur week-end, un peu comme tout le monde, samedi, dimanche. Donc, ça a permis aussi d'amener, on va dire, une autre méthode de travail et un autre confort de vie. On ne travaille plus en coupure, on travaille en continu, mais c'est un métier, donc on n'a pas le coup de feu du midi, mais c'est un métier qui demande vraiment une organisation complètement différente. Et c'est un vrai métier, à part entière, vraiment. L'adaptation, finalement, ça a été compliqué la première semaine, parce que bon, ils ne sont pas habitués à travailler comme ça. En plus, en continu.
Donc j'ai été beaucoup présent avec eux, il a fallu tout montrer, tout expliquer, faire bien les fiches techniques, le grammage. Aujourd'hui on a une fiche technique pour chaque plat. Voilà, ils savent le grammage qu'il y a à faire. Maintenant, entre guillemets, on est sur une production vraiment maintenant linéaire où tout le monde s'est adapté, et très bien adapté d'ailleurs, puisqu'en termes de temps, on a gagné même en termes d'heures passées au travail, on a même réduit les heures. Voilà. Alors, on a déjà prévu l'anticipation, puisqu'on a déjà embauché quelqu'un en plus en cuisine qui est prévu, où cette personne va venir faire le lundi préparer avec une autre personne. Donc on va toujours travailler, on va juste fermer en plus le mardi midi pour faire tout le montage, mais on rouvrira le restaurant à partir du mardi soir jusqu'au samedi soir. Et il y aura une équipe qui sera chargée de la prod, qui interviendra notamment aussi les après-midi après le service, pour continuer les bocaux. Donc on va adapter les heures, entre guillemets, il va y avoir une équipe et demie, voilà, entre le restaurant et les bocaux. Et on va aussi alléger le temps que la prochaine cuisine soit prête. On va alléger également la carte, faire une carte plus restreinte, voilà, avec un menu du marché, nos best-sellers qui sont nos Rump Steak Black Angus, nos burgers et nos planches. Et on va limiter les produits, parce que comme il y a déjà tout ça à produire, voilà, pour qu'on arrive à produire un peu tout. Éric Brangier, notre objectif ici est bien d'encourager les entreprises à innover. Alors j'aimerais vous demander s'il est possible de mesurer la capacité innovante d'une organisation. Comment s'y prendre ? Oui, on peut mesurer la capacité d'innovation d'une organisation, mais d'abord, je voudrais faire quelques petits commentaires qui nous permettent de faire le lien avec ce que je vais dire. Ici, le film montre assez bien un certain nombre de changements organisationnels. On a changé les horaires de travail. On a changé la durée du travail, sans coupure maintenant. On a changé les alternances entre les week-ends et les jours de la semaine. On a changé l'employabilité. On a changé la transmission et la formation. Christophe Brégeot nous dit « je vais moi-même aller former, je leur donne un coup de main ». On a changé les fiches techniques, etc. On a spécifié le grammage. Ici, on voit bien qu'il y a eu des modifications organisationnelles, et ça, c'est très important de le comprendre tout de suite. C'est-à-dire, quand on innove, forcément, en parallèle, il va y avoir un changement social, en plus du changement technologique, et il faut comprendre comment ça marche. Et dans un espace-temps très, très court. Et dans un espace-temps qui va être comprimé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la capacité d'innovation, ou du moins la réussite de l'innovation, c'est-à-dire sa mise sur le marché, va dépendre de la vitesse à laquelle on met ça en place, et donc de sa capacité d'agilité. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation organisationnelle. C'est-à-dire que les entreprises ont aussi besoin d'innover de ce point de vue-là. Il ne suffit pas d'avoir, je vais le redire, un produit innovant, ou un service, il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, encore faut-il avoir la capacité à les mettre en œuvre, donc à s'organiser. Alors, à l'Université de Lorraine, on va parler un petit peu de ce qu'on fait, on met en place ça. C'est-à-dire qu'ici, moi, à l'université, je dirige une unité de prestation de services qui effectue des mesures dans les organisations, des mesures dans les entreprises, dans pas mal de PME, et on regarde un certain nombre de choses sur les paramètres vécus par les gens. Et ici, on a mis en place des questionnaires qui nous permettent de voir si l'innovation est portée et supportée par les entreprises. Alors, il y a quelques questions, j'en ai ramené quelques-unes. Voilà, quelques exemples. Dans notre entreprise, j'estime qu'il existe des pratiques d'amélioration continue. Non, pas du tout, ou oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Si on demande aux salariés, la notoriété de notre entreprise en matière d'innovation dépasse celle de nos principaux concurrents. Si on pose d'autres questions, dans notre entreprise, les procédures facilitent une large participation à la prise de décision. Notre entreprise sait gérer les changements organisationnels. Non, pas du tout, ou oui, tout à fait. Ici, vous allez avoir une espèce de mesure, de photographie, de température qu'on va mesurer chez les salariés et qui va nous donner des choses très intéressantes. Il y a des entreprises qu'on a vues évoluer très rapidement avec une mesure à une époque, puis un an, 18 mois après, on a une autre mesure parce qu'on voit bien que l'innovation a été intégrée dans les pratiques managériales. Combien de questions il faut pour avoir ce genre de résultats, pour être tangible dans l'appréciation que vous avez de cette capacité d'innovation? Alors, on fait ça proprement à l'université, donc on fait des échelles, on les valide, on mesure des scores. Il y a tout un processus, on va dire, de production de questionnaires un petit peu sioux ou sophistiqués. Et ensuite, on arrive à réduire ces questions pour arriver à dégager les questions les plus pertinentes, essayer d'extraire la substance scientifique moelle, et généralement, 8-10 questions, on arrive à faire le point. D'accord? Donc, on peut être ici assez efficace. Alors, ce qu'il faut comprendre, et on le voit bien là-dedans, c'est que
La dernière question que je viens de donner, c'est notre entreprise, c'est gérer les changements organisationnels. Vous voyez que l'innovation, à chaque fois, c'est aussi une question qui est posée au changement. C'est-à-dire que comment je vais transformer mon organisation, comment je vais transformer ma structure sociale, managériale, etc. Alors etc. tout ceci nous amène justement à parler de cette notion de changement, j'ai envie de dire presque des changements, parce qu'ils sont multiples dans les organisations. Est-ce qu'on pourrait déjà définir tout simplement ce qu'est le changement ? Alors, le changement, c'est pas très compliqué à définir, c'est substituer quelque chose par autre chose. Donc, c'est placer quelque chose à la place d'autre chose. Autrement dit, c'est une transformation d'un état vers un autre état. C'est passer d'une situation 1 à une situation 2. Très souvent, alors là où il y a eu un changement, en fin de compte, d'un point de vue théorique, c'est qu'on a appréhendé le changement jusqu'aux questions de l'innovation, en fait. Jusqu'à partir du moment où l'innovation devient un point très important des entreprises, mais le changement est pensé comme le passage d'un état initial à un état secondaire qui est stable. Donc un état stable, on passe à un deuxième état qui est stable, et entre les deux, il y a une série de perturbations qu'on va gérer. Ici, on a formé les gens au pilotage du changement, à la gestion du changement. On les amenait on faisait des chefs de projet qui étaient responsables du changement. Et l'objectif, c'est vraiment de quitter une zone stable pour une autre zone stable. Alors ça marche assez bien quand il y a des changements courts, modestes, simples, réduits dans le temps. Dès que l'organisation commence à avoir plein de changements, ça ne marche plus. Pourquoi ? Quels sont les types d'entreprises justement qui arrivent à gérer ces changements ? Quels sont les ingrédients ? On a justement, la question qui va se poser, c'est précisément quand on a plusieurs changements qui apparaissent en même temps. C'est-à-dire que la notion de stabilité au départ et puis de stabilité à la fin du changement, aujourd'hui, dans plein d'entreprises, n'a plus du tout de sens. Ce qui a du sens, c'est de dire que finalement, tout le système est complètement instable et il faut faire face, il faut arriver à surfer sur la vague, parce qu'il n'y a pas qu'un seul changement, il y a un changement technologique, puis un changement législatif, puis un changement commercial, puis un changement partenaire, puis un changement de personnel, puis un changement, etc. etc. Et ils n'arrivent jamais en même temps. Et ils n'arrivent jamais en même temps, et tout, finalement, s'articule, se transforme, etc. etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans des situations qui sont complètement incertaines, complètement perturbée, complètement perturbante, et la question qui va apparaître, c'est celle de l'agilité. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, c'est que finalement les entreprises qui arrivent à survivre au changement sont des entreprises qui ont une organisation dite agile. On va y revenir, mais du coup, je voudrais vous demander, pour terminer peut-être cette première séquence de votre raisonnement, si on peut faire un rapide historique, un focus historique sur les évolutions organisationnelles. Je pense que vous avez des éléments assez intéressants à nous formuler. Disons que le film, si on repart du film Prenons cet exemple-là. sur Les copains d'abord, a quelque chose d'assez intéressant pour camper le décor. Ici, on a une belle vitrine, on a une belle réussite. Et cette belle réussite, elle est liée finalement, je pense, à la crise sanitaire. C'est-à-dire que le dirigeant de cette entreprise s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait plus de travail, parce qu'il n'y avait plus de clients, parce qu'il y avait confinement, et il a réinventé quelque chose de tout à fait astucieux, qui est de livrer, de fabriquer des bocaux complètement savoureux. Ici, il est sorti plus fort de la crise qu'il n'était avant. Ici, il embauche. Ici, il a augmenté ses surfaces. Ici, il a changé son restaurant. Ici, il livre. Ici, etc. Il transforme tout. C'est-à-dire qu'exactement, il transforme tout. Il y a un enrichissement fonctionnel. Avant, il servait à table. Maintenant, il fait bien plus que ça. D'accord ? Donc, il y a vraiment un enrichissement fonctionnel qui est extrêmement important et qui est lié, de mon point de vue, à la condition et à la crise sanitaire. Quand on regarde les autres entreprises qu'on a déjà vues la dernière fois, et je pense qu'on va revoir bientôt, je pense à Rennes et je pense à Thalios, ici on a une autre démarche. C'est-à-dire que l'innovation n'est pas un fait résiduel de la crise, et glorieux, mais l'innovation ici, elle est structurée, elle est managée, elle est pensée, il y a une espèce de vision dès le départ qui supporte l'innovation et qui a envie de porter avec tous les salariés et toute l'organisation du travail qui va bien derrière. Donc là, on voit bien qu'ici, il y a une filiation historique du point de vue managérial. Alors, pour revenir aux histoires des organisations et comprendre comment l'innovation va apparaître, on pourrait revenir à l'homme de Cro-Magnon pour comprendre. On va faire plus court. Alors, si on démarre, on va dire, avec les organisations de l'après-guerre, dans les années 45, grosso modo, ici, on a un marché qui est captif, on a des organisations qui sont plutôt taylorisées, plutôt très structurées, plutôt orientées bureaucratie, et ici, on a une demande qui est bien supérieure à l'offre. Tout le monde en demande. Vous voulez une voiture, vous allez attendre 1 an pour avoir une voiture.
parce qu'on n'arrive pas à produire, le marché est supérieur. À partir ça évolue, et à partir des années 75, ce qui va vraiment devenir déterminant, c'est pas seulement de produire en quantité, mais de produire en qualité. Ici, il va y avoir une influence du système japonais qui va s'imprégner un peu dans le monde entier et qui va mettre en évidence l'attention qui va être portée à l'égard du consommateur, la nécessité de satisfaire le consommateur, ses exigences de qualité, et on va voir apparaître des choses comme le Total Quality Management, on va voir apparaître les cercles de qualité, etc., etc. À partir des années 85, la compétitivité va encore accroître, on va avoir les débuts de l'informatisation des entreprises, on va avoir une logique de satisfaction qui devient de plus en plus importante. On va avoir des modèles comme les modèles de l'excellence ou de l'importance de la culture organisationnelle qui va devenir des faits déterminants. Et à partir de 2005, on voit que ce qui est déterminant, et on va le voir avec Rennes et Pitalios, c'est la course à l'innovation. L'innovation, le renouvellement rapide des produits, on fait des produits qui durent plus 2 ans, mais qui durent 1 an, puis qui durent 6 mois, puis qui durent 1 mois, etc., etc. Ça devient le leitmotiv des organisations, le leitmotiv des entreprises. C'est le début de la numérisation, on est passé de l'informatisation à la numérisation, et surtout, on va voir apparaître des nouveaux mots comme la disruption, c'est-à-dire qu'un marché peut s'effondrer ou peut disparaître à toute vitesse et se transformer. Je vais revenir à l'agilité, puisque c'est le cœur de notre discussion. Il nous retrouvera Rennes et Talios dans quelques instants, c'est promis. On va peut-être prendre quelques instants pour définir cette notion. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient cette notion et à partir de quel moment elle apparaît dans le langage entrepreneurial? Alors, elle apparaît finalement assez récemment. Beaucoup de gens pensent savoir ce que c'est. On dit, moi je suis agile, on est tous agiles, soyez agiles. Sous-entendu, on est adapté, adaptable. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. L'agilité apparaît pour la première fois en 1991. C'est une recherche qui est faite par... Ce qui est récent, mais pas tant que ça, parce que dans le langage commun, on serait plutôt dans les années 2010. Mais c'est 1991, c'est la première fois qu'on trouve le mot. Alors c'est une équipe de chercheurs, l'Institut Yakoka, peu importe, mais qui se dit, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui donne un avantage concurrentiel aux entreprises dans 3 zones géographiques. L'Amérique du Nord, le Japon et l'Europe de l'Ouest. Et finalement, ils découvrent, en interviewant des dirigeants, en regardant un petit peu les situations de travail, en voyant comment ça marche, que des entreprises ont une double capacité qui est tout à fait singulière. C'est d'une part, ces entreprises savent faire face au changement, et d'autre part, ces entreprises savent provoquer le changement pour les autres, pour leurs concurrents. Et c'est ça ce qu'on va appeler l'agilité organisationnelle. Alors, il va falloir regarder un petit peu comment ça fonctionne et comment ça marche. Donc, on peut, avec mon collègue Grosjean, Jean-Claude, on a proposé une définition. C'est peut-être ça que vous voulez avoir. J'aimerais bien, parce que on a proposé des définitions qui précisent un petit peu les choses, parce que être agile, c'est avoir un système d'information qui permet de récupérer les données avant les autres, qui permet de traiter les données de façon pertinente, qui permet de trouver des solutions, des produits, etc., qui vont être innovants. Alors on peut dire que globalement, l'agilité organisationnelle, ça présente la capacité d'une entreprise à produire l'information exigée pour décider efficacement dans un environnement turbulent. Elle apparaît comme un mode de management orienté vers l'innovation dans les situations de plus en plus complexes, où elle vise à accélérer les temps de décision et à accroître la flexibilité de manière à répondre au changement ou à le provoquer. L'agilité est construite autour de la réactivité, de la proactivité et de l'adaptabilité. Elle désigne une pratique organisationnelle visant à la fois à développer des transformations internes liées à l'innovation et aussi à réguler les perturbations externes par des transformations de l'environnement. C'est-à-dire que l'entreprise agile, non seulement elle est capable de surfer sur la vague, mais aussi de générer elle-même des vagues. On peut résumer finalement les leviers de l'agilité dans une organisation. Qu'est-ce qu'il faut finalement retenir? Alors, on a bien vu à l'écran la définition. Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout ça? Et qu'est-ce qui est en arrière-plan de l'agilité? Et surtout, je crois qu'il faut être utile pour les dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut dire quand il y a une organisation agile? Il y a quelques traits qu'il faut bien avoir en tête. Le premier trait, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on assume le fait que tout le monde a une capacité d'innovation, de créativité dans l'entreprise, et on l'encourage. Autrement dit, l'innovation, ce n'est pas réservé à 1 ou 2 personnes, mais tout le monde peut innover à tous ces niveaux
partout dans l'organisation. Donc on va créer ici une espèce de synergie, une espèce de bouillonnement créatif où les individus vont se retrouver pour inventer, pour innover. C'est l'intelligence collective. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est la modélisation des processus d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on inscrit quasiment en dur dans le fonctionnement de l'organisation le fait de s'améliorer de façon régulière, permanente, continue. Dès qu'on trouve quelque chose de mieux, on l'intègre, on le fait partager aux autres. La troisième chose qui est extrêmement importante, c'est l'usage intensif des technologies nouvelles, et les technologies de l'information en particulier. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir sécréter les choses, il faut pouvoir les garder, il faut pouvoir les stocker, il faut pouvoir aller vite. Il ne suffit pas de se dire « je vais avoir des idées », encore faut-il les tester rapidement, avoir des idées qui viennent, qui fusent, et donc avoir un système d'information hautement performant. Et la quatrième chose qui est importante, c'est d'avoir une culture ou une évolution culturelle permanente. C'est-à-dire que dans ces entreprises-là, il y a une évolution, il y a une envie de faire évoluer sa culture d'entreprise et de faire en sorte qu'elle soit partagée par les salariés. On est d'accord, ce sont les principes accélérateurs de l'agilité que vous venez d'évoquer là, c'est ça ? Non, alors ça c'est plutôt essayer de comprendre ce qu'est l'agilité, hein, comment elle se manifeste. Maintenant, si on réfléchit si on doit donner aux dirigeants des principes accélérateurs, c'est-à-dire comment toujours la même chose, hein, c'est-à-dire j'invente un produit ou un service, ça j'ai mon innovation, je l'ai faite, et maintenant comment je la mets en musique, comment je fais la chose, donc comment je m'organise. Là, il y a des accélérateurs qu'on peut mettre en place. Il y a des démarches un petit peu d'intervention au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise, pour la booster du point de vue de l'agilité. Alors là, il y a les facteurs, il y a des facteurs culturels, des facteurs organisationnels, des facteurs culturels, des facteurs humains et des facteurs technologiques. Je pense qu'on va les décliner tout à l'heure. C'était pour être bien clair sur le raisonnement. Avant de vous laisser poursuivre peut-être et décliner chacun de ces accélérateurs, je vous propose qu'on regarde, vous l'attendiez, une nouvelle séquence de reportage qu'on a pu réaliser chez Rennes France, du côté de Woustviller. On retrouve Alain Fischer, son gérant et directeur commercial, ainsi que Christophe Bourg, le directeur de production de cette belle maison. Image. Agilité, en fait, on a créé des lignes de montage capables de recevoir plusieurs types de produits, plusieurs familles de produits. Et aujourd'hui, à travers ces lignes-là, on les a rendues flexibles, ce qui nous permet de passer d'un produit A à un produit B à un produit C très rapidement. Donc, on parle d'entreprise agile. Au niveau de la production, en fait, on vise deux choses. La première chose, plutôt d'un côté homme, aujourd'hui, on va former l'ensemble de nos collaborateurs à une meilleure compréhension du Lean. En fait, on veut vraiment instaurer un vrai changement culturel. Et d'un point de vue technologie, nous souhaitons intégrer des technologies numériques dans le processus de fabrication. On parle d'usine 4.0. Voilà. Donc les machines entre elles permettront ou communiqueront, et ce qui va nous donner des datas qui permettront également d'alimenter l'amélioration continue. L'industriel, c'est quelqu'un qui est très organisé, très méthodique, très structuré, très qualitatif, très fiable. Et la start-up, ça va être dans l'image quelqu'un qui est agile intellectuellement, qui s'adapte. Donc nous, on essaye d'allier les deux et en fait, c'est possible. Le chemin existe d'être à la fois les deux. Donc c'est une posture intellectuelle et quand on l'explique bien, on peut emmener toute une entreprise dans quelque chose qui est très excitant et qui est très entrepreneurial. C'est vraiment l'entreprise au sens le plus noble du terme, où rien n'est sûr, mais où tout est possible. Éric Brangier, peut-être une réaction rapide à ces propos qu'on vient d'entendre avant d'aborder de manière un peu plus précise des accélérateurs d'agilité. On voit déjà un certain nombre d'accélérateurs d'agilité. On voit bien que sur les dimensions humaines, ils jouent, sur les dimensions technologiques, ils jouent, sur les dimensions organisationnelles, ils jouent aussi. On voit bien qu'ici, il y a des leviers qui sont utilisés par les dirigeants, par les deux dirigeants qu'on voit, et on voit les paramètres sur lesquels ils commencent à agir, quoi. Voilà. Alors, vous avez parlé de ces accélérateurs, on va peut-être les décliner. On va peut-être commencer par un. Soyons pédagogiques. Vous avez été pendant 2 émissions très pédagogiques. Vous avez commencé à l'être dans cette première partie. Continuons sur cette effectivement, le premier facteur qui apparaît quand même, c'est le facteur organisationnel et la manière dont on manage les gens. Ici, une organisation agile va mettre l'accent sur un management qui est assez proche, qui est responsable, où on va impliquer les individus,
on va permettre de l'enrichissement de postes, on va permettre la rotation de postes, on va permettre beaucoup d'autonomie chez les individus, chez les personnes. Il faut que les individus puissent prendre des initiatives. Et donc, c'est un management qui est plus centré sur l'autonomie et l'initiative qu'un contrôle autoritaire. C'est pas naturel, ça. C'est pas du tout naturel. C'est pas du tout naturel dans les entreprises. La deuxième chose qui apparaît, c'est le fonctionnement de l'autorité. Ici, on a des organisations qui sont très peu centralisées. On a des contrôles qui sont complètement décentralisés. Ça ne veut pas dire qu'on ne contrôle pas ce que les gens font, mais ça veut dire que le contrôle est fait proche des gens directement. Donc, on n'a pas des lignes hiérarchiques avec 25 niveaux qui font ça. Donc, on a beaucoup de délégations aussi. La prise d'initiative, elle est sécrétée parce qu'il y a de la délégation possible. Sinon, les gens ne vont pas prendre de l'initiative si on ne leur donne pas de délégation en même temps. La confiance La confiance est un point extrêmement important, mais là, ça va renvoyer plus à la culture. Est-ce qu'on met une culture de confiance, Là, les règles et les procédures, c'est aussi quelque chose d'important. Vous avez des organisations où les règles sont formelles. Vous avez des organisations où on vous rappelle le règlement. Une bureaucratie est là pour vous rappeler le règlement, pour vous rappeler la façon dont on doit faire fonctionner une structure avec la loi. Ici, vous avez très peu de règles. C'est un peu les règles informelles qui dominent. C'est la gestion autour du café qui devient l'élément clé du fonctionnement de ces organisations-là. Ou du moins, c'est une métaphore qu'on peut voir. Donc, on a des rôles qui sont très souples de la part des individus. Quand on regarde les principes de coordination de ces organisations-là, on s'aperçoit qu'aussi la coordination est très informelle, elle est très personnelle. C'est-à-dire qu'on peut facilement court-circuiter la hiérarchie. Si vous avez besoin de rencontrer un tel qui est dans un autre service, vous allez rencontrer un tel parce qu'il est dans un autre service. Vous n'êtes pas obligé de passer par un pontage hiérarchique, etc., etc. Donc il y a beaucoup de souplesse qui est inscrite à différents niveaux. Quand on regarde ces structures, la structure du point de vue de l'organisation, on a ici des structures qui sont plates. On n'a pas des cônes, des râteaux infinis du point de vue de l'organisation du travail. On a vraiment des structures plates. Bon, à un moment donné, Google se faisait l'écho de dire chez nous, il y a 3 échelons hiérarchiques en tout et pour tout. C'est pas forcément... il faut retenir l'esprit, pas forcément l'exemple. Voilà, c'est pas ressemblant avec une PME. De 20 salariés en Moselle. C'est ça. Mais c'est vraiment cette idée. On a des structures qui sont horizontales, on a beaucoup de transversalité, beaucoup de coordination, beaucoup d'ajustements réciproques entre les individus, et surtout, une capacité d'auto-organisation. Ça, c'est très important. Parce que... alors, ça veut dire quoi, une capacité d'auto-organisation? Ça veut dire que les individus ne demandent pas, souvent aux chefs ou aux dirigeants, de savoir comment ils doivent s'organiser. Ils vont le faire eux-mêmes. Et là, vous avez vraiment une structure qui est très, très agile, du point de vue de l'organisation du travail. Donc, on va avoir des petites équipes autonomes, des petites équipes qui fonctionnent bien, qui ont des fonctionnements plutôt cellulaires, vous voyez, un peu biologiques quasiment, en interaction les unes avec les autres. Alors, on parle d'organisation, très bien, mais vous avez évoqué, et à juste titre, les éléments d'ordre culturel. Vous venez de me reprendre d'ailleurs sur cet aspect-là. Est-ce que vous pouvez préciser ce deuxième principe? Oui, la culture, c'est les systèmes de valeurs qui vont être partagés par les individus. C'est un peu le ciment qui fait que les individus sont collés les uns aux autres. C'est la culture. Finalement, pourquoi on se comprend les uns les autres? Parce qu'on partage la même culture. Les entreprises, les organisations sont aussi des cultures. Elles ont une culture, elles sont une culture. Donc, la confiance, c'est un point clé. La confiance, c'est ce qui fait qu'un système de travail marche, parce finalement, on n'est pas obligé, on ne se met pas en doute, en défaut les uns avec les autres, on comprend ce que l'autre fait, et ça, c'est un point important. La confiance, je pense que c'est vraiment un point clé. Mais ce n'est pas le seul. Notre point qui est extrêmement important dans l'agilité, c'est la recherche de la valeur. Et des fois, c'en est incroyable. C'est-à-dire que la recherche de la valeur, on va dire toutes les entreprises cherchent de la valeur, sinon elles ferment. C'est leur principe. Voilà. Sauf que une entreprise agile, elle va pousser vraiment le bouchon très très loin. Dans le sens où, par exemple, elle va estimer qu'une réunion, c'est 10 minutes. Quand quelque chose n'est pas... On mesure tout de suite s'il y a une rentabilité. Si le retour sur investissement n'est pas bon, c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Donc vraiment, ici, la recherche immédiate de la valeur ou la recherche de la valeur devient vraiment un fer de lance de ce type d'organisation. Moi, j'ai déjà vu dans des entreprises où j'ai assisté à quelque chose, on disait le client n'a pas encore payé, on ne travaille pas pour lui. Voilà, tant que ce n'est pas fait, on ne va pas s'investir sur des choses comme celle-là. Là, l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est l'expérimentation. Dans une entreprise agile, vous avez droit à l'erreur, vous avez le droit, même l'obligation de tester les choses, vous devez vous faire avancer en confrontant vos idées aux autres, en testant des produits, des maquettes, des prototypes et des choses comme ça, et vous avez un droit à l'erreur. Il y a des entreprises où on fait des journées de l'erreur.
C'est-à-dire qu'on met en avant le fait d'avoir échoué. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est dommage bien sûr d'avoir échoué, mais ce qui est important, c'est de souligner qu'on a fait des choses. Et d'apprendre de ses erreurs. Hein. L'erreur a une capacité d'innovation. L'erreur nous apprend beaucoup de choses. L'erreur nous renseigne sur les choses qu'on peut améliorer. Et souvent, c'est mis en avant. Avec l'expérimentation est lié le feedback. C'est-à-dire qu'on donne un retour permanent. Alors, on a des feedbacks sur le client, des feedbacks sur les ventes, des feedbacks sur le niveau de satisfaction, sur les retours, etc., etc. Et le feedback est donné à tout le monde parce que c'est important, c'est un moyen de s'améliorer. Et dernière chose aussi extrêmement importante, c'est vraiment des moments de partage et des moments de collectif qui est ici un trait culturel. L'entreprise, hein, on y est attaché. Finalement, on a un petit peu on l'a un peu dans le cœur. On l'a dans le cœur et dans la tête. On l'aime. Et donc, il y a des moments de partage qui sont relativement intenses entre les individus. On a le sentiment d'être dans le même corps, dans le même esprit, dans la même fibre. On est d'accord. Cette culture, elle ne s'implémente pas de manière comme ça, un peu hors sol. C'est quelque chose qui est transmis par le dirigeant, bien sûr, incarné peut-être même par le dirigeant et transmis par la chaîne managériale. On est bien. Oui. Mais pas que. Oui, mais pas que. Mais pas que. C'est-à-dire que la culture, c'est effectivement la vision d'un dirigeant, mais pas que. Il y a aussi la manière dont les individus s'approprient les choses et font vivre eux-mêmes une culture. La manière dont les individus vont, par exemple, partager des moments de convivialité. Il y a des entreprises, une fois j'étais avec un dirigeant et ça allait pas bien dans sa boîte, et je lui ai dit, faites du management par la bouffe. Voilà. Et il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit, ben voilà, vous allez inviter tout le monde vous allez inviter vos collègues au restaurant avec leurs épouses et leurs conjoints. Et il m'a dit, j'avais jamais fait ça, j'ai découvert les gens. On vient de parler de management par la bouffe. Sans transition, je vous demande un peu d'attention pour suivre notre prochaine séquence en images. On va cette fois-ci revenir chez Thalios. On retrouve tout de suite Pierre Franck, le directeur général de cette entreprise, qui, rappelez-vous, déploie une très belle solution RH, très innovante. Image. Chez notre client, en fait, on a identifié, on va dire, 3 besoins. La problématique du dirigeant, en fait, qui est de faire vivre sa société et puis d'augmenter ses revenus et sa productivité. Donc, c'est de lui donner des données factuelles, réelles, par rapport à ce qu'il peut vendre, comment il vend. C'est vraiment de la structuration qui vont lui permettre de faire le devis initial. Donc ça, c'est la première forme d'agilité, c'est de dire comment je me situe par rapport à mes compétiteurs. Ensuite, il y a en interne le management. On a tous dans nos équipes des personnes qui sont plus ou moins performantes. C'est de permettre de mettre à la disposition de la performance collective, la performance individuelle. Pour le permettre, c'est pareil, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc c'est de pouvoir mesurer les performances individuelles, valoriser le salarié qui a une performance plus grande en lui permettant d'accompagner peut-être un salarié qui est en manque d'organisation et d'aborder pourquoi pas d'autres types de marchés comme on a pu le faire parce qu'on va permettre en fait d'utiliser que les capacités intelligentes en fait de la personne. On va lui permettre de gagner du temps. Il n'est pas question en fait de supprimer du personne parce qu'on devient plus productif, mais d'utiliser chacun dans ses spécialités et dans son cadre de production. Je pense qu'il y a une vraie synergie parce que je pense que ce qui fait fonctionner l'ensemble, c'est la confiance qui doit pouvoir régner entre les 3 parties qui sont le client, l'employeur et l'employé. Et on se pose aujourd'hui avec ce boîtier comme un tiers de confiance qui va permettre, et d'ailleurs c'est le slogan, c'est devenu le slogan de la société Thalios, c'est l'avenir en confiance. On a de la traçabilité pour lisser et ramener plus sereine certaines relations entre le salarié et l'employeur quand il peut y avoir des problèmes de suivi, mais aussi d'avoir de la traçabilité avec le client au moment où il peut y avoir des différences. Est-ce que la prestation a bien été effectuée ou pas? Donc effectivement, agilité en confiance. Éric Branger, on a bien noté 4 variables. Nous avons les dimensions organisationnelles et culturelles que vous nous avez très très bien explicitées. Il y a aussi des éléments qui relèvent de
l'humain? Dites-nous. Alors, sur l'humain, on en voit déjà un échantillon dans le film de Talios. Donc, ça donne déjà une bonne illustration des dimensions humaines qui apparaissent et qui sont importantes par rapport à l'agilité. Alors, il y a ici 4 traits qu'il faut retenir. C'est la proactivité, c'est-à-dire que l'entreprise agile ou l'organisation agile, elle met le paquet sur l'innovation individuelle, sur l'implication individuelle, sur l'initiative personnelle. Ici, on voit bien dans le film, quand il dit il faut valoriser ceux qui travaillent, le mérite et reconnaître les choses comme ça. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui est de la proactivité. On attend que les gens prennent des initiatives. On n'est pas à courir derrière eux pour leur dire allez, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Non, c'est les gens qui eux-mêmes portent les transformations. La deuxième chose qui est assez importante, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire que la proactivité, elle ne se fait pas toute seule. Il faut d'abord passer par une phase d'adaptabilité. Je pense que dans le film, Christophe Béjot, là, les copains d'abord, le disaient. Il a fallu que j'adapte les gens, il a fallu les former, il a fallu que je vienne, il a fallu les aider à apprendre. Il faut vraiment faire ça. Donc il y a vraiment une adaptabilité. Mais l'adaptabilité, c'est pas un trait de personnalité. Ça s'accompagne dans les organisations. Et c'est le rôle du management ou du management intermédiaire de faire ça. La flexibilité professionnelle, elle ne se met pas en place comme ça. Enfin, il faut un peu aider. La troisième chose qui est assez importante, c'est la coopération. La coopération, c'est une dimension clé des aspects humains. Parce que si vous n'avez pas de coopération entre les individus, et si vous n'avez pas de confiance, je mettais la confiance dans les facteurs culturels, vous allez voir que ça ne marchera pas. Donc il faut effectivement que les individus collaborent, travaillent ensemble, trouvent un temps pour se retrouver ensemble, et du temps pour eux, soient capables de gérer leurs relations et de trouver ensemble des solutions pour innover. Je disais l'humain est le point clé de tout système organisationnel, c'est évident, mais ici, ça peut être aussi le maillon faible. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais un des traits des organisations agiles, c'est vraiment de mettre l'accent sur la résilience. Et l'idée de résilience, ici, elle est à comprendre comme une capacité à résister au stress. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'organisation agile, finalement, est dans un environnement extrêmement perturbé, extrêmement changeant. Donc, d'une certaine manière, il y a une composante qui peut être très stressante. Et ici, ce qu'on va chercher, c'est précisément des individus capables de faire face, de résister au stress, de développer une espèce de coping pour avoir des attitudes positives face au changement, trouver que le changement et l'évolution est une bonne chose. Voilà. Et la coopération peut aider, évidemment. Et la coopération et l'entraide entre les individus, bien évidemment. Mais bien évidemment. C'est une chose peut-être basique, oui, mais essentielle, évidemment. Alors, il nous reste une quatrième et dernière variable d'accélération de l'agilité à évoquer, les éléments techniques. C'est les éléments techniques, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va agir, si on veut accélérer la mise en place de l'agilité, on agit sur des facteurs organisationnels, sur des facteurs culturels, sur des facteurs humains, sur les facteurs techniques. Les facteurs techniques comptent beaucoup. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un système d'information qui est performant, efficace, utilisable, satisfaisant, qui permet d'avoir des expériences utilisateurs qui soient agréables pour tout le monde, eh bien les gens ne vont pas l'utiliser, vous n'allez pas alimenter vos bases de données, vous n'allez pas avoir du stock dans vos informations, vous n'aurez pas, du coup, la capacité à décider parce que vous n'aurez pas les bonnes informations. Donc, ça, c'est extrêmement important. Il faut avoir un système d'information qui fonctionne bien. Il faut aussi faire des développements rapides. C'est-à-dire que quand, du point de vue technique, on a l'idée d'une maquette ou d'un produit, eh bien, on le fait. Des fois, on le fait mal. C'est-à-dire, on assume le quick and dirty. C'est rapide et pas bien fait, et sale, on va dire. Mais ça fait rien. On l'a fait. C'est-à-dire qu'ici, on n'hésite pas à mettre 10 000, 20 000, 30 000 euros sur la table pour voir une maquette, pour voir un prototype. On voit ce que ça donne. Ça donne rien. Bon, on aura essayé. Ça donne quelque chose. On continue. On fait des efforts. Et on fait vraiment le développement jusqu'au bout. On a ici des pratiques aussi de réingénierie qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que quand un produit est existant, des fois on ne le fait pas évoluer de façon en rupture. On fait des évolutions et des innovations incrémentales, on l'améliore. Et c'est précisément les techniques de réingénierie. On va réingénierer une partie de l'interface, une fonction, dans un produit, dans un logiciel, etc. etc. Voilà. Fabrice Jeanterre va nous rejoindre dans un instant. Éric Branché, si je comprends bien votre explication, grâce à l'agilité, l'innovation devient finalement un point pivot de l'organisation et de toute sa chaîne managériale. On est d'accord ?
Oui, je pense qu'on est passé d'une innovation, et ça c'est important de le retenir, on est passé d'une innovation qui était descendante, hiérarchisée, qui partait d'en haut, à aujourd'hui des modèles d'innovation qui sont ascendants, qui associent les individus, qui font partager un système de valeurs, qui font partager des nouveaux modes d'organisation, des nouvelles répartitions de tâches. On a aujourd'hui une innovation qui est plus ascendante, qui est plus continue et qui surtout s'intègre à la stratégie des entreprises. Et ça c'est nouveau. On accueille Fabrice Janter, président de la CCI Moselle, pour cette dernière séquence de notre émission, mesdames et messieurs. Bonjour, président. Bonjour à vous. Tout va bien ? Très bien. Je suis vraiment heureux en fait de vous retrouver sur cette thématique qui nous tient tellement à cœur les uns les autres. C'est grâce à vous qu'on est là, donc merci à vous. Une première réaction peut-être à cette notion d'agilité ? Je crois de toute façon avec la pandémie, je crois qu'on a été mis à rude épreuve et puis que ce concept, malgré nous parfois, on y a été confronté pour savoir comment faire. Et je crois que dans toutes nos organisations, on s'est posé la question. Alors on l'a parfois pas forcément fait de façon aussi systématique structurée que nous explique Eric, mais pour autant, et ça je peux vous en témoigner sur toute la Moselle, les entreprises vraiment s'y sont mis. C'est vrai aussi d'ailleurs de notre chambre de commerce. On s'est complètement réadapté sur des bases, des valeurs communes, etc. J'ai écouté fortement et je comprends mieux pourquoi on a réussi. Mais clairement, on a fait évoluer l'ensemble de nos systèmes de façon à justement pouvoir avancer. Et je crois que ça, et se rendre compte que l'on est capable de faire ce genre de choses, ça restera définitivement pour nous parmi les bonnes choses en fait de cette période. Exactement. Alors Éric Brangier, on parle depuis tout à l'heure de changement, d'adaptation, d'agilité, ce qui équivaut en quelque sorte à de la perturbation permanente. Je le traduis comme ça en tout cas, et c'est ce que l'humain n'aime pas fondamentalement. Alors quelles sont les contraintes humaines, sociales de l'agilité ? Alors, l'humain, on peut pas dire que l'humain n'aime pas forcément le changement. Ça, c'est pas vrai. Il y a des tas d'humains qui aiment bien changer, mais à condition que les choses soient meilleures, qu'il y ait des fonctionnalités plus importantes, etc., etc. Donc, des fois, on n'aime pas quand c'est perturbant, c'est-à-dire quand on perd nos repères. Et effectivement, il y a parfois on dit agilité organisationnelle et fragilité humaine. C'est-à-dire que si l'organisation n'est pas bienveillante, c'est-à-dire que si l'organisation ne veille pas au progrès de l'humanité d'une certaine manière, eh bien, il y a des risques. Regardons quels sont les risques. On a d'une part des individus qui sont sous pression. Il faut changer, il faut innover en continu. On a des individus dont on va faire de la rotation de postes fréquente. On va renforcer les mobilités professionnelles. On va avoir aussi des individus où tout à l'heure je disais on fait l'erreur, mais en même temps on sait très bien que certains vont se dire moi j'en fais les gorges chaudes, c'est lui qui fait des erreurs, regardez comme moi je suis bon, etc., etc. Donc on peut avoir des systèmes qui du point de vue organisationnel, s'ils ne sont pas bien managés, sont extrêmement féroces. Qui plus est, l'entreprise agile, elle est dans un environnement. Et l'environnement, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait aussi des vagues. Il envoie des vagues et des tempêtes et des tornades, etc., etc. Donc on est ici dans un système qui peut être aussi très perturbant du point de vue humain, mais il faut être vigilant, veiller à développer un petit peu le progrès, et veiller à développer notre humanité, notre humanisme. Alors Fabrice Janter, la dimension humaine, un élément majeur à prendre en considération dans la vie des organisations, a fortiori dans des situations de grande perturbation, comme c'est évoqué ici. L'innovation génère ce genre de perturbation, on le voit bien, et vous en rencontrez beaucoup de ces situations. Il y a là une responsabilité aussi du dirigeant pour que chacun se sente bien à sa place dans ce processus agile. Non, mais c'est clair, et je pense, vous savez, on a orienté toute cette action vis-à-vis de nos PME en particulier. C'est sur les 37 000 entreprises de Moselle, 99% sont des PME. Donc ça veut dire aussi que ces PME-là, elles intègrent l'humain parfois beaucoup plus directement et de façon plus facile que des très très grosses organisations où on a parfois le sentiment d'être un numéro perdu dans des dizaines de milliers d'autres. Donc ça, c'est un élément qui est fort. Moi, je pense que l'autre élément qui est intéressant, c'est aussi l'état d'esprit général. Et c'est le but aussi de toute cette démarche-là. Si partout, dans nos PME, on peut se dire que oui, nous sommes des PME innovantes,
qu'on le partage entre nous, que ça devient un état d'esprit très fort, une sorte de cœur qui fait battre la Moselle là-dessus. Moselle, terre d'innovation, partagée par ces entreprises. Je crois qu'on aura à ce moment-là beaucoup plus de sécurité donnée aux Mosellans, par exemple, puisqu'ils sauront qu'ils sont dans cet état d'esprit-là, qu'ils peuvent aussi changer d'entreprise, trouver ce qu'il faut, etc., et s'adapter. Dans un écosystème, finalement. Et un écosystème à part entière, et qui finalement s'imprègne de confiance, de mouvement collectif, de capacité à porter un projet pour l'avenir avec toutes les générations, que ce soit les jeunes ou les plus anciens. Et je crois que ça, c'est à notre portée, vraiment. Éric Brangy, une courte synthèse avant de repasser la parole à Fabrice Jeanter. Penser le futur, créer de l'agilité et innover, tout ça, ça nécessite de s'organiser. Il faut s'organiser. C'est le cœur. Voilà, c'est ça. Et je pense que l'agilité, c'est une ressource intéressante du point de vue du management des organisations, en particulier des PME. Je pense que les PME ont des atouts sur ça. C'est beaucoup plus facile d'être agile quand on est 20 que quand on est 100 000. Donc il y a vraiment une capacité des dirigeants de PME qui me semble supérieure du point de vue de leur taille, du point de vue de leur proximité, du point de vue de leur capacité de réseautage. Je pense que les entreprises ont des atouts de ce point de vue-là, que les grosses structures ont peu, ou en tous les cas difficilement. Voilà. Alors quels sont les accélérateurs, peut-être rapidement, hein, on a dit qu'il y a des accélérateurs sur lesquels on peut finalement jouer. Les facteurs organisationnels, quel type de management, d'autorité, voilà par exemple. Les facteurs culturels, est-ce qu'on développe l'analyse de la valeur, le renforcement des valeurs, le système de confiance qu'on met en place, des facteurs humains, quel type d'homme on veut au travail, hein, résilient, efficace, quel modèle de l'humain on est en train de fabriquer, et puis les dimensions techniques. Ici, finalement, si on regarde les aspects techniques, c'est quand même comment aller vite du point de vue technologique quand on met en place un système avec l'idée de le tester, de le corriger, de rentrer dans des spirales de je plan, do, check. Voilà, donc je ne sais même plus le dire en français, donc planification, action, contrôle et réalisation. Voilà, un cercle vertueux pour améliorer en continu les dispositifs, les produits et faire des services innovants. Voilà. Merci Éric Brangy, on arrive au terme de votre exposé. On vous remercie évidemment très, très chaleureusement. On vous retrouvera pour d'autres rendez-vous. Bien sûr, Fabrice Jeanter, après cette synthèse d'Éric Brangy à laquelle vous pouvez évidemment réagir, ça va de soi, c'est à vous que va revenir le propos de la fin. Je rappelle que c'est à vous que nous devons cette série de 3 webconférences sur l'innovation. Qu'en dites-vous ? Déjà, je voudrais vous dire merci aux uns aux autres. Parce que quand on a proposé finalement cette thématique-là, on l'a enrichi. C'est né aussi d'une très très belle opération qui a été menée par le club Metz Technopole, hein, plus fort après la crise. C'est là où on a commencé à parler beaucoup plus ensemble et qu'on a construit les choses. Les services de la Chambre de commerce, en particulier les services communication, a fortement œuvré là-dessus. Ça ne s'improvise pas des opérations comme ça. Il y a eu beaucoup d'agilité. Beaucoup d'agilité, de l'innovation, mais c'est intéressant et vraiment ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que je veux d'abord vous dire merci, vous dire aussi que on a eu 3 cycles là, mais c'est pas fini. Ça n'est pas fini du tout. Vous nous annoncez quelque chose pour la rentrée ? On va continuer, exactement, à la rentrée en présentiel dans le bâtiment de l'avenue Foch de notre chambre de commerce. Chez vous. Toute la partie rez-de-chaussée est en rénovation. Et bien, ça sera un des grands événements où là, on va pouvoir continuer avec aussi nos chefs d'entreprise qui nous ont accompagnés, qui nous ont ouvert leurs entreprises, découvert la chose, parce que c'est un périple qu'on commence. Et puis, on va travailler, je pense, beaucoup plus aussi avec l'université et le laboratoire d'Éric Brangy, parce que là, il y a une vraie capacité à transformer la chose. Donc, on a des idées, on ne vous dévoile pas tout pour le moment, mais l'aventure, en tout cas, a démarré. Elle continue avec de beaux florilèges à venir. Fabrice Jeanter, merci pour ce message et rendez-vous est pris. On suivra ça de très près. C'est ainsi que s'achève ce 3e épisode de notre série consacrée à l'innovation. Mesdames, Messieurs, soyez vous aussi remerciés pour votre participation et votre attention tout au long de cette webconférence et l'ensemble des 3 webconférences que vous avez suivies avec nous. N'hésitez pas à partager, à faire réagir à cette émission sur la chaîne YouTube CCI 57 TV où vous pouvez aussi revoir les 2
premières émissions, vous l'avez compris. On se retrouve donc dès la rentrée. C'est l'annonce faite par Fabrice Janter à l'instant pour continuer de parler d'innovation dans les entreprises de Moselle, donc avec vous toutes et tous. Quant à moi, je me réjouis bien sûr de vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une belle activité, un très bel été et s'il vous plaît, continuez d'être prudent avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. À très bientôt. Merci.